Mythes et complots avec Christian Page. Christian Page, bonjour. Salut Benoît. Comment allez-vous? Très bien. Bon, excellent. On a des discussions qui nous amènent. Là, on rentre dans un drôle de feeling. Bon, Christian, on s'est dit la semaine dernière, laissons faire pour une semaine toutes tes histoires de abracadabrante et un peu folles. Et c'est parce que souvent on te demandait des références de lecture. Exact. Oui. Et là, cette semaine, on s'est dit que ça valait la peine. Exactement. On va faire une petite pause là-dessus. On va, puisque aussi l'été s'en vient, donc les gens vont se retrouver à la plage. Quel bon livre amener. Bon, d'abord Tintin au Congo. Oui, Tintin au Congo et Tintin au Tibet surtout. Au Tibet, hein. Oui, avec les Yétis. Bon, qu'est-ce que tu lis toi pour te documenter? D'abord, je dois, si tu me permets, pour rester dans notre chronique précédente, j'aimerais faire une petite montée de lait là. Oh. Parce que lorsque l'on parle. Attends, là, je vais reculer un petit peu, ok? Lorsque l'on parle de livres en librairie. Oui. Je suis toujours un peu surpris de voir la pauvreté de des rayons en fait, parce que si on prend la chronique d'aujourd'hui, je n'ai pris essentiellement que des livres francophones, des livres qui sont toujours disponibles en librairie. Et lorsque l'on fait, par exemple, le tour des grandes librairies montréalaises, on constate dans les rayons, par exemple, sur l'occulte, l'étrange, l'insolite, une quantité d'ouvrages qui, d'un caractère, disons, douteux. Hein, par exemple, deux rayons complets sur comment communiquer avec les anges gardiens. Les fantômes nous parlent, écoutons-les. Et on a très peu d'ouvrages référencés, très peu d'ouvrages rigoureux, sérieux, où on pose les véritables questions. As-tu vraiment dit écoutons-les? Hein? Oui, les esprits nous parlent. Oui, non, on est dans le thème du lait, que ça arrête pas. Okay, en poudre ou ça va faire. OK, donc, alors. Cela étant dit, mais comment tu fais pour tu sais, prendre les livres qui sont pas complètement débiles? C'est difficile. Et aujourd'hui, je vais essayer de passer à travers un ensemble de livres qui m'apparaissent assez sérieux ou à tout le moins d'un intérêt pour les auditeurs. Okay. Et ces ouvrages-là, comme je l'ai mentionné, sont tous disponibles en librairie. Okay. D'abord, évidemment, Charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, à mon avis, si on parle d'ouvrages généralistes qui parlent de trucs mystérieux, étranges, moi, il y a 1 an et demi, j'ai publié Dossier mystère 1 et 2, volume 1 et 2. Oui, c'est là-dessus qu'on s'est rencontrés. Exact. Donc, 2 ouvrages qui sont tirés de la série télé de Canal D. Pour ceux qui connaissent la série, ça va au-delà de la série. Ce n'est pas simplement une version papier de la série télé, ça va au-delà. On retrouve là-dedans des dossiers qui n'ont jamais été diffusés. Et pour ceux qui ne connaissent pas la série, c'est l'occasion de se familiariser avec une 50aine d'événements à caractère mystérieux, étrange, dont notamment le truc de Jack l'Éventreur. On retrouve un chapitre entier sur Jack l'Éventreur. Et les soucoupes volantes au-dessus de la place Bonaventure. Et oui, l'OVNI au-dessus de la place Bonaventure. Donc, une 50aine d'événements à caractère mystérieux qui sont documentés et référencés. Donc, ça, c'est pour Dossier mystère, tome 1 et 2. Et ça, c'est toujours disponible en librairie. Ça a été publié il y a 1 an et demi chez Louise Courteau Éditrice. Des histoires d'ici, ça? Oui, absolument. Ce sont essentiellement des histoires canadiennes, dont un très grand nombre se sont produites ici même au Québec. OK. Donc, Dossier mystère, ça, c'est... je suis bien d'accord que tu fasses une plug parce que je les avais lus, puis c'était assez intéressant quand même. Ben, merci beaucoup. Bon, Camille, que ça se reproduise. Oui. Le grand livre... Le grand livre des conspirations, ça, c'est quoi? Oui, donc, de façon plus généraliste, puisque notre chronique traite des mythes et des complots, vient tout juste de paraître aux éditions FedGem un ouvrage signé Bernard Bourdex. Bourdex est un journaliste et il est réalisateur de la série Envoyé spécial, qu'on voit notamment à TV5. Une excellente série documentaire. Lui, il est journaliste. Il s'est penché sur un ensemble de complots, de conspirations qu'on entend parler, qui vont de l'homme sur la Lune aux attentats du World Trade Center, en passant par les manipulations de la CIA. Le journaliste donc couvre l'ensemble de ces événements-là. Il le fait de façon assez objective, c'est-à-dire que il ne prend pas trop position par rapport à ces événements-là. Il les raconte, présente les arguments du pour et les arguments du contre. C'est bien présenté, c'est bien documenté, avec une pointe d'humour, mais ça permet à
tous les gens qui s'intéressent, qu'ils soient pour ou contre les complots ou les mythes, de se familiariser avec les événements qui sont sur la table et qui permettent d'alimenter la controverse. Donc ça, c'est aux éditions FedGem. Ça vient tout juste de paraître. En fait, c'est paru en France en février 2004 et ça vient tout juste d'arriver au Québec maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres conspirations que celles qu'on connaît, qu'on aborde tout le temps? Tu sais, comme John F. Kennedy, puis est-ce que vraiment les astronautes se sont posés sur la Lune et est-ce que Oprah a réussi à perdre autant de poids? Puis en tout cas, exact. Bon, il y a évidemment des trucs. Est-ce que le sida est une maladie qui a été fabriquée en laboratoire? Oui. Est-ce que les grandes vaccinations, les grandes campagnes de vaccination sont réellement justifiées ou sont faites essentiellement pour rapporter du profit aux géants de l'industrie pharmaceutique? Donc, des complots, on a le projet HAARP, dont je pourrais parler éventuellement, un projet de surveillance environnementale en Alaska, mais qui apparemment serait un système organisé par la CIA pour espionner les ondes téléphoniques et écouter l'ensemble des gens qui parlent au téléphone. J'imagine que s'ils ont mis mon téléphone sur la table d'écoute, ils vont, sur des tables d'écoute, ils vont sûrement apprendre toutes sortes de choses assez mystérieuses. En Alaska, je devrais mettre celui de Sarah Palin avant. Bon, OVNI, enlèvement extraterrestre et univers parallèle, c'est quoi? C'est 3 livres, ça? Ouais, en fait, non, c'est un seul livre. Ouais. On a parlé à quelques reprises durant cette chronique de phénomène OVNI. Alors, vient de paraître au Québec, là, aux éditions Québécoises, signé Jean Cazot, un ouvrage qui s'intitule OVNI, enlèvement extraterrestre et univers parallèle. En fait, c'est le premier d'une trilogie. Le deuxième vient tout juste de paraître également, qui s'intitule « Et si la Terre n'était qu'un jardin d'enfance » ou un truc comme ça. Donc, soulignons que Jean Cazot, c'est un personnage assez surprenant. C'est un des vieux routiers de l'ufologie. En fait, c'est je dirais probablement le plus vieux ufologue qui continue de s'intéresser à la question des ovnis. Il était là déjà dans les années 60. Tu vois, moi, je suis arrivé sur la scène en 1976, donc ça fait un bail, et Cazot était déjà un vieux routier. C'était déjà presque une légende dans le milieu des ovnis. Il est toujours dans le milieu, et donc, Cazot, publie cet ouvrage-là, qui s'intitule, comme tu l'as mentionné, OVNI, enlèvement extraterrestre et univers parallèle. Ce n'est pas foncièrement un ouvrage excessivement critique. Cazot, d'entrée de jeu, le dit, il croit à l'existence des ovnis, il croit aux enlèvements extraterrestres, et tout le propos du livre, en fait, c'est l'argument qui lui sert à justifier son adhésion à ses visions. Cazot le fait à un sens critique est bien pour critiquer les médias, critiquer en fait tous ceux qui vont à l'encontre de ces théories. Il le fait avec un certain humour, avec une certaine verve. Donc, si les gens cherchent un ouvrage excessivement critique sur la question des ovnis, je ne le conseillerais pas cet ouvrage. Mais si vous êtes du genre à déjà adhérer aux théories du complot, aux ovnis, aux enlèvements extraterrestres, je pense que l'ouvrage de Jean Cazot est un must qui va certainement faire sourire plus d'un. OK, mais c'est distrayant plus que l'autre chose. Ouais, moi je pense que c'est pas l'ouvrage, la référence qu'on doit avoir dans sa bibliothèque pour parler des ovnis. OK. Et OVNI, ça c'est un autre, est-ce que c'est juste OVNI? Oui, ça s'intitule simplement OVNI. C'est dans une collection, une petite collection, ce sont des petites planchettes dans une collection qui s'appelle Québec insolite. Et l'auteur, Danielle Goyette, est une journaliste pigiste. Elle a publié déjà quelques ouvrages un peu dans la même foulée. Monstres des lacs, Maison hantée, Anges et guides célestes. Donc, on voit un peu le genre. Le thème, ouais. Bon, l'ouvrage est assez sympathique, ça présente assez bien la question des ovnis, beaucoup de dossiers québécois qui sont présentés là-dedans. Je n'ai toutefois qu'un bémol à mettre là-dessus, c'est-à-dire que Madame Goyette ne connaît absolument rien de la question des ovnis. Hein. C'est un peu comme si moi je me décidais du jour au lendemain à écrire un livre sur le hockey. La dernière fois que j'ai regardé un match, Jean Béliveau était toujours le capitaine de l'équipe et Ken Dryden gardait les buts. Ça a changé un petit peu. Oui, je pense. Ouais. Donc, tu vois, donc pour le besoin de sa rédaction. Donc je peux pas t'appeler pour remplacer Jean-Charles Lajoie. Absolument pas. OK, merci de me le dire. Mais donc pour le besoin de la cause, Madame Goyette s'est associée à un ufologue québécois, François Bourbeau, pour pouvoir réaliser cette écriture. Et le problème, c'est que Madame Goyette, n'ayant aucune connaissance du sujet, elle a accepté en fait ce que François Bourbeau lui présentait. Et François Bourbeau est un ufologue qui, disons pour rester poli, est loin de faire l'unanimité. Donc, Madame Goyette a avalé à peu près toutes les couleuvres que lui présentait François Bourbeau, même certaines étaient grosses comme un boa constrictor. Mais, cela étant dit... Par exemple?
Par exemple, il y a une histoire d'OVNI qui se serait passée près de Mansonville, en Estrie, et François Bourbeau, donc depuis des années, présente cette histoire-là comme étant un véritable cas d'OVNI, alors que dans les faits, on sait que le soir en question, l'armée canadienne procédait à des manœuvres sur le terrain, ont utilisé des parachutes flares, là, donc des fusées éclairantes, et un témoin qui se trouvait à quelques kilomètres de là a pris des photographies de ces fusées éclairantes, et donc depuis des années, François Bourbeau présente ces photographies comme étant des photos d'OVNI, alors que dans les faits, on sait bien qu'il s'agit de fusées éclairantes. Tu sais, à moins bien sûr que des extraterrestres se soient rendus sur le même terrain où l'armée se trouvait sur place à faire des essais, mais bon, on comprend que lorsqu'on fait une investigation, il y a un principe qu'on appelle le rasoir d'Occam, c'est-à-dire que la solution la plus simple est souvent la meilleure, et comme ce soir-là, on sait que les militaires étaient en manœuvre sur le terrain, je pense que la solution parle d'elle-même. Donc c'est un peu ma réserve par rapport à cet ouvrage de Daniel Goyette. Mais de façon générale, c'est un ouvrage qui reste sympathique, c'est léger, ça présente bien l'histoire des ovnis, et il y a quand même des dossiers intéressants. dont elle reprend l'histoire de l'ovni de la place Bonaventure, l'atterrissage, ou en tout le moins un prétendu atterrissage d'ovni près de Sainte-Marie-de-Mont-Noir, en Montérégie. Donc ce sont des dossiers très intéressants pour lesquels on n'a toujours pas d'explication, et c'est assez bien présenté, et c'est présenté de façon légère, c'est-à-dire que c'est pas un ouvrage là, qu'on a besoin d'un diplôme universitaire pour passer à travers ça. Ça se lit très très bien. Okay. Ensuite, si on cherche un ouvrage plus référencé, alors là, je conseille aux gens Phénomènes aérospatiaux non identifiés, un défi pour la science. C'est un ouvrage, c'est un collectif qui a été signé sous la direction de Yves Sillard. Sillard est l'ancien directeur du CNES. Qu'est-ce que c'est que le CNES? C'est le Centre national d'études spatiales. Ça se trouve à Toulouse, en France. Et c'est pas le monstre du lac du CNES? Non, c'est un bel essai, mais j'essaie de suivre. Donc, le CNES, c'est le Centre national d'études spatiales. C'est un peu l'équivalent de la NASA française. Et eux, ils ont à l'intérieur, au sein même de leur organisation, un petit bureau qui voit à l'investigation sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, en d'autres termes, les OVNI. Donc ici, ils ont compilé un ensemble d'informations qu'ils ont colligées au cours des ans, et c'est fait par un groupe de chercheurs qui sont spécialisés dans la question des OVNI, etc. Et la partie un défi pour la science, c'est parce que quoi, il apporte des faits, puis... Absolument. C'est parce que on se trouve ici là, dans les arcanes même du savoir intellectuel et scientifique, c'est-à-dire que le fait que le CNES s'intéresse à la question des OVNI, ils envoient faut comprendre un peu la mécanique sur le terrain. En France, d'ailleurs, c'est le seul des grands pays industrialisés à s'être doté d'un organisme officiel, étatique, qui enquête sur la question des OVNI. Okay. Donc, lorsqu'un phénomène est rapporté, c'est d'abord rapporté à la gendarmerie le rapporte au CNES, et là, à ce moment-là, si on juge que le phénomène est suffisamment important, on va envoyer des enquêteurs sur le terrain. Ces enquêteurs-là étant mandatés par le gouvernement, évidemment, ils ont mandat de remplir des données, remplir des rapports d'enquête, et ces rapports-là d'enquête, évidemment, nous placent devant des phénomènes inexpliqués et a priori inexplicables. Évidemment, on se garde bien de parler de visiteurs extraterrestres, mais on parle bien d'un phénomène qui, pour l'instant, défie la science. D'accord. On s'arrête un instant. On est avec Christian Page. On revient après la pause. Christian Page est avec nous. Christian, il y a d'autres livres que tu peux référer. En tout cas, c'est pas nécessairement des choses qu'on doit absolument lire, mais c'est des références qui existent. Oui, et encore une fois, je ne cautionne pas forcément l'ensemble des livres que je présente ici, mais ça me paraît être des ouvrages un peu plus sérieux que Communiquer avec votre ange gardien, là, par exemple. Si on veut faire une démarche un peu plus intellectuelle. Tu parles pas, toi, aux anges Non, gardiens. pas du tout. T'es snob? Oui. Donc, on a parlé il y a quelques semaines de ce projet Stargate qui consistait à utiliser des médiums voyants là, pour faire de l'espionnage aux États-Unis. C'est un projet qui avait été orchestré par la DIA, la Defense Intelligence Agency, et la CIA au début des années 70. Tout ça a duré à peu près une vingtaine d'années, et il y a un excellent ouvrage qui a été fait sur le sujet qui s'intitule Espion Psy, l'histoire secrète de l'espionnage extrasensoriel américain. Ça a été publié en 2005 aux éditions du Rocher. C'est toujours disponible. Ça a été écrit par Jim Schnabel, qui est un freelance journaliste, donc un journaliste sur le marché libre. Il a publié plusieurs ouvrages. Dommage que c'est le seul ouvrage qui soit disponible en français. Schnabel a écrit un ouvrage qui s'appelle Dark White, un ouvrage qui fait un peu le procès de toutes ces histoires d'enlèvement extraterrestres aux États-Unis, mais malheureusement, c'est un ouvrage qui n'est disponible qu'en anglais. Mais c'est vraiment un ouvrage là, exceptionnel. Pour ceux qui comprennent l'anglais et qui lisent l'anglais et qui veulent avoir un ouvrage
très intéressant sur le phénomène des enlèvements extraterrestres. Dark White par Jim Schnabel est vraiment une référence. Mais enfin, pour le besoin de notre chronique d'aujourd'hui, pour cet ouvrage français, Espion Psy, l'histoire secrète de l'espionnage extrasensoriel américain, c'est un véritable pavé. C'est un ouvrage de 450-500 pages, mais ça couvre l'intégralité de tout le projet Stargate qui s'est tenu du début des années 1970 à 1995. C'est eux autres qui voyaient des brebis ou des... qui surveillaient des brebis. Oui. Ça a fait l'objet d'un film. Oui. Et ça pourrait faire l'objet d'une chronique éventuellement. OK. Donc, Manuel de parapsychologie appliquée. Ça, voilà. C'est plus sérieux, ça. Ouais. Donc, ça a été publié par Jean-Pierre Gérard aux éditions Alphée. C'est 2009. Donc, c'est un ouvrage qui est tout récent. Là aussi, c'est un immense pavé, là. C'est 600 pages qui couvrent l'ensemble des phénomènes associés à la parapsychologie. On parle de perception extrasensorielle, télékinésie, psychokinèse, clairvoyance. Et cet ouvrage-là, il est référencé, documenté, donc on couvre à peu près tous les grands phénomènes de la parapsychologie qui ont fait l'objet d'études rigoureuses en laboratoire depuis une cinquantaine d'années. Mais il n'y a rien de vrai, là. C'est-à-dire qu'on a des bonnes preuves statistiques qu'il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, faute de moyens, on peut pas aller vraiment au-delà de ça, mais il y a quand même des anecdotes, et puisque les anecdotes, c'est souvent un peu la locomotive des phénomènes paranormaux, parce que c'est à travers l'anecdote qu'on découvre cette dynamique des phénomènes paranormaux. L'ouvrage de Jean-Pierre Gérard contient une quantité assez extraordinaire d'anecdotes. Non, mais attends, là. Il y a personne qui fait de la clairvoyance, là. C'est impossible. Il y a personne qui transcende, qui marche à travers des murs. Il y a personne qui a de pouvoir extrasensoriel. Ça, c'est toi qui le dis. Oui, non, ben... Je pourrais t'amener un ensemble de faits documentés, vérifiés, référencés, qui prouveraient que tu as tort. Non. Ce sera l'objet d'une prochaine chronique. Ah, d'accord. Tu vas m'avoir comme ça à chaque fois. Le code Da Vinci? Oui, on a parlé de ce code Da Vinci, de la survie d'une sorte de lignée christique, tu te rappelles? Ah oui, donc, bon, ça. Le code Da Vinci, beaucoup de gens ont pris un peu l'ouvrage de Da Vinci Code de Dan Brown et ont dit, voilà, c'est un ouvrage, ils l'ont interprété comme une sorte d'ouvrage historique. Bon, il faut s'entendre, Dan Brown a pris des éléments qui circulaient dans les milieux ésotériques et il les a exagérés, a multiplié leur effet et il a écrit le code Da Vinci. Évidemment, on est loin d'une réalité historique. Alors, ceux qui veulent comparer la version du Da Vinci Code à une version plus historique, je leur propose l'ouvrage de Marie-France Etchegouin et de Frédéric Lenoir. Ce sont deux journalistes de la presse française. Ils ont publié en 2004 Code Da Vinci, l'enquête, qui met en parallèle l'ouvrage de Dan Brown et les faits historiques. Cet ouvrage-là est toujours disponible. On peut même se procurer la version poche maintenant. Et je pense que ça nous éclaire d'un nouveau jour sur l'interprétation que Dan Brown donne de ces événements-là. Ça se rapproche de ce que tu nous as raconté, là? Oui, absolument. Du prêtre là qui avait de l'argent. Qui avait de l'argent en faisant des fouilles ou des travaux de réfection dans son église à Rennes-le-Château, l'abbé Saunière. Ouais. Donc, on reprend un peu toute cette histoire-là, on la remet dans son contexte historique et on montre à quel point Dan Brown, évidemment, s'est inspiré de ces faits-là, mais les a exagérés. Pour ceux qui voudraient connaître quelle a été la source de Dan Brown, parce que j'ai mentionné que c'était quand même des idées qui circulaient dans les milieux ésotériques depuis la fin des années 70, début des années 80. Il y a eu à cette époque un ouvrage qui a été publié, qui s'appelait L'énigme sacrée, suivi d'un ouvrage qui s'appelait Le Message. Ces deux ouvrages-là avaient été écrits par trois Britanniques, Michael Bajan, Richard Lee et Henry Lincoln. Ça a d'abord été publié en 1982. Maintenant, les éditions J'ai lu viennent de ressortir ces deux ouvrages-là, amalgamés entre eux. Donc, on a les deux ouvrages dans un. Et une compilation. Et ces deux ouvrages-là sont les ouvrages qui ont permis à Dan Brown d'écrire le Code Da Vinci. En fait, c'est allé tellement loin que des auteurs du message ont poursuivi Dan Brown pour plagiat. Ils ont été déboutés en cours, mais on voit à quel point il y avait une sorte de... disons, un débordement entre le roman de Dan Brown et l'ouvrage de Bajan, Lee et Lincoln. J'ai rencontré il y a 2 ans Lincoln à Rennes-le-Château, alors que j'y étais pour faire un reportage, et Lincoln prend aujourd'hui ses distances par rapport à ce qui avait été véhiculé dans l'ouvrage initialement. Mais il reste persuadé que Rennes-le-Château contient une énigme, l'énigme de ce curé aux millions,
et que derrière cette énigme, il y a peut-être cette lignée christique qui a tant inspiré Dan Brown. OK, ça, il continue à y croire. Oui, il continue à croire qu'il y a une sorte de secret derrière ça qui est lié à l'Église. Parfait. Et les exorcistes du Vatican? Oui, on a parlé de possession diabolique. On a même fait ici entendre un petit extrait d'un exorcisme, celui d'Anneliese Michel, qui a inspiré le film L'exorcisme d'Émilie Rose. Il y a très peu d'ouvrages sérieux en français, malheureusement, de publier sur les exorcismes. Mais en 2007, Tracy Wilkinson, qui est une correspondance du Los Angeles Times à Rome, a publié un ouvrage qui s'appelle Les exorcistes du Vatican, parce que oui, au Vatican, on continue de maintenir une sorte de milice qui s'occupe des exorcismes. Le père Gabriel Amorth est d'ailleurs un ardent défenseur de ce maintien de l'exorcisme, et elle a rencontré donc l'ensemble de ces prêtres qui font partie de ce groupe d'élite d'exorcistes, et puis elle discute d'un certain nombre de cas d'exorcisme cautionnés par l'Église et où ces prêtres sont intervenus pour pouvoir procéder à des exorcismes. Il y en a eu plusieurs? Mais en fait, l'Église, contrairement à ce que l'on croit, parce que lorsque l'on parle d'exorcisme, ce qui nous vient en tête, c'est bien sûr le film L'Exorcisme, et on sait maintenant que ce film est inspiré d'un événement réel qui s'est produit à la fin des années 40 aux États-Unis. Souvent, cette histoire-là est présentée comme étant le seul exorcisme cautionné par l'Église catholique, alors que c'est tout à fait faux. Le rituel de l'exorcisme fait partie même de l'éducation des jeunes prêtres. Le manuel est toujours, même s'il y a eu une refonte et une reformulation de l'exorcisme, le manuel est toujours d'actualité, les exorcismes sont toujours d'actualité, et bon an, mal an, moi je te dirais que l'Église, à travers ses diocèses, à travers les évêques, à travers le monde, va procéder à une vingtaine d'exorcismes par année. Encore. Donc, on continue de pratiquer ce rituel qui paraît, bien sûr, sorti tout droit du Moyen-Âge. Ben, un peu, parce que entre la maladie mentale et l'exorcisme, il y a des fois... Effectivement. Quoique, faut dire que l'Église, maintenant, est beaucoup plus prudente. C'est-à-dire qu'elle propose, elle demande dans son nouveau rituel de l'exorcisme, qui a été, je pense, reformulé au début des années 90, elle dit que les prêtres, avant de procéder au rituel, doivent d'abord demander l'avis de psychologues, de psychiatres, donc de s'en remettre à l'élite médicale avant de se tourner vers un soutien religieux. Ça a évolué un petit peu. Merci, Christian Page. Ça m'a fait plaisir. À la semaine prochaine. Merci à Larry, à François et à Maryse. Merci à vous d'avoir été là. Et on se reparle probablement demain dès midi. Au revoir.